si c'est bon pour vous. Oui, c'est bon. C'est OK, c'est bon. Ok, super. Donc le marketing émotionnel, j'avais choisi une citation que je trouvais intéressante. La joie de vivre est une émotion contagieuse. Parce que je trouvais que c'était intéressant dans le contexte dans lequel on est et dans l'idée de faire passer un message, de pouvoir faire passer des messages, plusieurs messages, et surtout des émotions. Donc le marketing émotionnel désigne l'ensemble des usages marketing qui misent sur les émotions d'un prospect ou d'un client, qui font appel en fait à des sentiments chez lui, pour l'inviter à tisser un lien émotionnel et affectif avec une marque, avec une entreprise. Cette pratique marketing vise à analyser ce qui touche à la sensibilité du prospect et provoque l'émotion en lui. Parmi les nouvelles tendances marketing, la technique du marketing émotionnel est redoutablement efficace. Et on va voir pourquoi elle est efficace et comment on peut l'utiliser. Donc avant tout, les objectifs du marketing émotionnel dans une stratégie marketing. Pourquoi utiliser le marketing émotionnel? Pour capter plus de prospects, pour obtenir en finalité un meilleur taux de transformation et pour instaurer un lien de confiance durable, pour augmenter aussi notre taux de fidélisation. Donc ça va être aussi bien de la captation du prospect à la transformation jusqu'à la fidélisation. Donc en action, le marketing émotionnel, on peut faire appel aux 5 sens, donc au marketing sensoriel par des visuels. Donc tout à l'heure, on avait une personne qui disait être photographe. Donc forcément, être photographe, on capte un instant présent, on capte des émotions, on capte un événement. Donc le visuel par des photos, par une création graphique, par la vidéo, tout type de visuel peut générer de l'émotion. L'utilisation aussi d'emojis. Donc, les emojis, c'est comme les émoticônes, les sourires, les cœurs, les pouces levés, les mains en prière. Enfin, on a tout un tas. On a une panoplie d'emojis qui se présentent à nous quand on rédige, par exemple, un post sur les réseaux sociaux. Ils peuvent générer, ils évoquent des émotions, des sentiments. Donc, l'idée des visuels, c'est de pouvoir créer un univers, de proposer une expérience immersive aux prospects et de faire vivre une véritable expérience client entre votre prospect et la marque. On peut aussi utiliser un son personnalisé. Alors, on parle de logo sonore pour une identification auditive. On peut aussi parler d'identité sonore. Par exemple, des marques comme la SNCF ou la Poste, on les reconnaît, elles sont identifiables, elles ont leur son, leur propre son. Et bien, quand on est une TPE ou une PME, on n'a peut-être pas forcément les moyens d'investir dans un logo sonore. On peut déjà miser sur un audio libre de droit d'auteur qu'on trouve cohérent par rapport à notre marque ou qui génère une dynamique particulière. Et on peut l'utiliser, l'exploiter sur différents supports. Ce qui va créer en fait une cohérence dans les messages qu'on va vouloir faire passer à travers des visuels. Un vocabulaire, on va utiliser aussi un vocabulaire avec notre langue, notre belle langue française. On a tout un tas d'adjectifs qualificatifs ou de verbes qui peuvent faire appel au sens. Donc là, j'avais pris un exemple, parfumé, caresser du bout des doigts, délicieuse, la douceur. Donc on est vraiment dans cette idée des 5 sens, le goût, l'odorat, le toucher, le visuel, l'auditif. Faire appel aux 5 sens permet aux prospects d'appréhender, notamment pour les produits, de pouvoir appréhender le produit sans forcément être entré en magasin. Déjà, de lui donner un premier aperçu de ce qu'est le produit, de comment se matérialise le produit. Ça peut être intéressant de susciter les 5 sens. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc l'idée du marketing émotionnel, c'est aussi de susciter le débat, de faire parler de la marque, de générer de l'interaction. Donc là, j'ai pris des exemples très intéressants de publicités qui passent en ce moment à la télé, donc notamment la pub Charal, avec ce bébé qu'on voit dès le démarrage, qui danse, qui se dandine sur la musique Shake Your Body, donc qui date des années 80, il me semble. Ensuite, on voit apparaître 2 femmes. Donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est un couple? Est-ce que ce sont 2 amies qui ont à peu près une quarantaine d'années? Ensuite, on voit apparaître 2 enfants, entre 8 et 10 ans à peu près. Donc, on peut aussi penser à la femme célibataire, la femme avec des amis ou potentiellement un couple, une famille. Donc, finalement, tout le monde peut se retrouver dans cette publicité
Et tout démarre du bébé qui crée forcément de l'émotion. Ça fait appel à une référence, le bébé, la naissance, la grossesse. Tout le monde a pu avoir un frère, une sœur, ou peut être grand-père ou grand-mère. Donc, l'enfant, de toute façon, fait naître des sentiments et fait appel à tout un tas de sensibilités qui vont automatiquement générer de l'intérêt. Quand la publicité va passer à la télé, on va se sentir happé, on va avoir envie de regarder. Avec ce fond musical qui fait appel aux années 80, ça vise un certain type de persona, un certain type de prospect. On va automatiquement se sentir concerné et on va automatiquement regarder la publicité. Dans un autre genre, la publicité Aldi, ce que vous avez peut-être vu passer, avec cette vue du magasin, mais on n'entre jamais dans le magasin, on est toujours devant la devanture du magasin, avec ces tweets, différents types de tweets, aussi bien positifs que négatifs d'ailleurs, avec Aldi c'est bien, Aldi c'est pourri, Aldi il y a ci, Aldi il y a ça, etc. Avec ces tweets qui arrivent au fur et à mesure pendant toute la durée de la publicité sur un fond musical aussi. Un fond musical très bien choisi puisqu'il s'agit d'une musique qui a été très très fortement écoutée sur TikTok. Donc les jeunes, avec un positionnement de la marque qui s'oriente de plus en plus vers les jeunes. Donc là, j'ai pris cette publicité-là, mais on a d'autres publicités qui s'adressent très ouvertement aux jeunes. Donc vouloir sensibiliser dès maintenant les futurs consommateurs pour faire en sorte que le réflexe lors de l'achat puisse être orienté vers Aldi. Donc l'idée de ce genre de publicité, par exemple, c'est d'attiser la sensibilité du prospect en choisissant des éléments de vie qui font appel à des événements collectifs ou à des événements marquants dans une vie pour créer un phénomène d'identification, pour rapprocher en fait la marque, pour rendre proche la marque du prospect. Le prospect se sent alors interpellé et en connexion avec la marque. Généralement, ce type de publicité fait parler d'elle car elle met en scène un événement qui peut concerner un grand nombre d'entre nous. Ou alors, donc ça, c'est plutôt pour la publicité de Charal, par exemple. Et pour Aldi, on va être sur une publicité qui suscite le débat, qui permet l'interaction, qui interroge, qui influence. L'idée, c'est d'influencer la communauté que vous avez constituée autour de vous. Plus vous faites parler de vous, que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs, plus vous faites parler de vous, plus vous démultipliez votre potentiel de captation de prospects, puisque forcément, ils vont être interpellés, intéressés, ils vont souhaiter en savoir plus. Et l'idée, c'est de pouvoir faire parler de vous par effet domino. Il y a une autre publicité qui est intéressante aussi à décortiquer, qui est la publicité de Leroy Merlin. Alors là, je vous invite à aller la regarder sur YouTube en version longue. La publicité avec la femme qui a à peu près 40-45 ans, avec un enfant, et qui rencontre un homme qui, lui, a les manches remontées, une chemise à carreaux, donc qui peut sembler être un entrepreneur ou bien un jeune célibataire de 30 ans. Donc, on a ici plusieurs personas qui sont visés, la femme célibataire, l'homme entrepreneur ou alors l'homme dans un premier achat, qui ensemble vont former un couple et une famille recomposée avec d'autres enfants par la suite. La maison, donc au début, c'est une cabane, il fait noir, le ciel est gris. La maison bouge, évolue, avec, on voit le bois en mouvement, le sol bouger, la musique évoluer aussi, qui va aller de manière ascendante, qui va grandir avec le clip. Et la cabane se transforme au fur et à mesure en maison. Donc la cabane, c'est le premier achat, on n'a pas forcément toujours les moyens. Ensuite, on va plutôt se positionner sur une gamme intermédiaire, dans un deuxième achat, jusqu'à évoluer vers une maison de plus en plus luxueuse, puisqu'à la fin, on finit sur une maison quasiment d'architecte, dans les arbres, avec la nature, l'environnement, le vent, les arbres, la cabane en bois, la maison en bois, une maison dans l'arbre. Et on va entendre dans le discours aussi une évolution. Donc, un abri, un toit, une maison. Enfin, il va y avoir une montée ascendante, si vous voulez, dans les termes utilisés, dans le vocabulaire utilisé. À 2 reprises, on va entendre le mot soin. On prend soin d'elle. Donc, une maison, on prend soin d'elle, elle prend soin de nous. L'idée de soin avec cette musique de fond qui est la musique qui a été diffusée. Alors, je ne connais plus le titre, mais le film avec Vincent Cassel sur les enfants avec un handicap. Donc, cette idée de famille, en tout cas de susciter de l'émotion autour d'un film qui lui-même porte des valeurs, des engagements, et fait passer tout un tas de messages. Et bien, dans cette publicité, on retrouve ce fond auditif qui appelle à des émotions, qui suscite des émotions.
Est-ce que jusque-là, tout va bien? Est-ce que vous avez des questions? Non, enfin, pour moi, ça va. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? N'hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez. Vous avez la possibilité de lever la main ou alors de poser des questions par écrit et puis je les reformulerai ou euh, je les communiquerai à tout le monde. Sinon, vous pouvez continuer. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir personnifier notre marque. Donc personnifier la marque, c'est une nouvelle tendance marketing qui commence à émerger sur les réseaux sociaux et qui va de plus en plus prendre de l'importance. C'est incarner la marque. Donc il y a la notion en fait de personal et professional branding à mettre en rapport avec l'image de la marque. C'est-à-dire que l'entreprise, forcément communique autour de sa marque, autour de ses offres, et de plus en plus, on va être orienté vers l'humain. Donc l'humain, alors ça peut être effectivement des posts sur les réseaux sociaux avec des photos des équipes en action ou autre. Mais l'idée, c'est de pouvoir incarner la marque, donc incarner les valeurs de l'entreprise, les valeurs et les engagements de la marque à travers l'humain, de représenter votre marque. Il faut que les dirigeants ou l'équipe dirigeante ou les équipes terrain puissent véhiculer les valeurs que porte la marque pour instaurer, si vous voulez, une cohérence entre la communication qu'on va diffuser sur les réseaux sociaux, sur le web, à la télé, dans un spot télévisé ou autre. Il faut que la communication qui a été mise en place corresponde à la réalité du terrain. Si on a un écart entre les deux, forcément, on va avoir une perdition dans la captation et une perdition dans le taux de transformation. Incarner la marque avec ses valeurs et ses engagements dans la réalité, en correspondance avec la communication qu'on a mis en place, permet, si vous voulez, de rassurer le prospect, de le mettre très rapidement en confiance et permet aussi de créer et de nouer un lien affectif avec la marque. Quand on représente une marque, quand le dirigeant ou les équipes représentent la marque ou se mettent en action, se mettent en scène autour de la marque et véhiculent des valeurs qui correspondent à celles que l'entreprise veut diffuser, on génère beaucoup plus d'attraction autour de sa marque. Donc l'incarnation de la marque, c'est personnifier votre marque, c'est lui donner un visage à votre marque et à votre entreprise. La personnification de la marque permet de donner vie à celle-ci grâce à l'incarnation dans la forme humaine ou animale. Cela permet une plus forte et une meilleure identification du prospect à la marque et donc un meilleur taux de captation de prospects, mais c'est aussi un excellent outil de fidélisation. La personnification est particulièrement marquée dans les statuts publiés dans des posts parfois où on voit des marques qui se sentent heureuses. Par définition, Aldi ou Coca ou McDo ou Body Nature ou autre, aucune marque ne peut se sentir heureuse ou ne peut se sentir bien. On voit de plus en plus de marques aussi, notamment sur Twitter, présenter une opinion ou prendre part à un débat ou lancer un débat. C'est s'engager dans une voie et si les marques s'orientent petit à petit, les grandes entreprises, les grandes marques s'orientent de petit à petit vers le fait de générer des débats et de donner des opinions, c'est bien pour créer un lien, pour créer de l'interaction avec les prospects. Plus on va faire parler de nous, plus on va capter l'intérêt, plus on va éveiller l'intérêt, plus on va avoir envie de découvrir ce que la marque propose ou ce que l'entreprise peut nous apporter. Donc, susciter l'intérêt, c'est aussi faire en sorte que la marque et l'équipe, les humains qui travaillent dans cette entreprise, puissent prendre part aux activités de l'entreprise. Donc, personnaliser votre discours aussi dans les échanges. Donc, c'est très simple et c'est dans vos échanges avec le prospect, dans votre proposition, il faut que vous puissiez personnaliser au maximum vos échanges. Donc, dans vos mails, dans vos appels, votre façon de vous exprimer lors des rendez-vous physiques, dans vos posts, vous pouvez préparer des posts sur les réseaux sociaux qui ciblent un prospect en particulier et l'interpeller très clairement. Comme ça, il va se sentir automatiquement concerné. Votre façon de personnaliser votre discours va générer, encore une fois, le prospect va se sentir totalement concerné alors qu'on est derrière un écran, derrière du digital. Il va se sentir concerné par l'offre que vous mettez en avant parce que vous l'avez interpellé et parce que vous proposez une solution avec vos produits ou vos offres de services. Vous lui proposez une solution qui répond à ses attentes, qui répond à ses besoins et qui va être donc pertinente. Et donc, il va automatiquement se sentir concerné.
Des offres promotionnelles cohérentes ont-elles un rapport avec le dernier achat du client? Toujours penser à ça. Est-ce que vous pouvez être force de proposition? Le client a déjà acheté, voilà, il est fidèle, etc. Est-ce que vous pouvez lui proposer d'autres offres qui sont en rapport avec son dernier achat? Est-ce que vous avez pensé à votre cross-selling, c'est-à-dire toutes les ventes additionnelles, complémentaires que vous pouvez mettre en place pour continuer à exploiter votre base de clients fidèles? Votre façon de personnaliser votre discours va permettre à vos prospects d'entrer plus facilement en connexion avec vous, en interaction avec vous, et donc ça va permettre d'amorcer la relation commerciale. Au préalable, en fait, il faut véritablement se poser pour établir ce qu'on appelle l'étude du persona, donc l'étude du prospect, bien étudier quels sont vos prospects, quelle est la nature de votre prospect. Est-ce que c'est, alors, quand on est sur une clientèle de particulier, est-ce que c'est un homme, une femme, l'âge, les attentes, les besoins, les frustrations, les peurs, les blocages? Il faut qu'on puisse comprendre son mode de fonctionnement, par quels réseaux sociaux, enfin, sur quels réseaux sociaux il est plus particulièrement présent, pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on peut le capter. Comment entre-t-il en contact avec nous? Est-ce que c'est plutôt par téléphone? Est-ce que c'est plutôt sur la messagerie instantanée, sur les chats ou sur Messenger, WhatsApp, etc. Il faut qu'on puisse comprendre qui est notre persona pour pouvoir mettre en œuvre une stratégie de marketing émotionnel qui va correspondre à notre persona et en rapport avec nos offres, bien évidemment. Cultiver le sentiment d'appartenance. L'émotion permet de cultiver le sentiment d'appartenance. Donc, il faut aussi penser à votre parcours client. Quelles sont les étapes que doit franchir votre prospect, enfin, que va franchir votre prospect dans son parcours d'achat avec vous? Qu'est-ce que vous lui proposez comme expérience? Qu'est-ce que vous avez mis en place dans vos rendez-vous découvertes et tout le cheminement dans le parcours d'achat? Comment vous matérialisez votre expérience client dans le parcours sur votre site, vitrine ou e-commerce? Est-ce que vous avez créé un groupe ou une communauté pour interagir régulièrement avec eux, pour promouvoir vos offres peut-être d'une manière différente, pour entretenir la fidélisation, pour transformer vos clients fidèles en ambassadeurs de votre marque? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place et comment vous mettez en place, comment vous générez de l'émotion et vous continuez à faire durer le lien affectif qu'entretient le prospect avec votre marque? Les propositions qui gravitent autour de votre offre principale, donc par exemple une application avec des conseils réguliers, une soirée client, des ateliers thématiques, on peut faire naître des émotions à travers tout un tas d'outils qui peuvent permettre de cultiver le sentiment d'appartenance. Donc, quelles sont vos autres offres qui permettent d'entretenir un lien avec votre prospect et votre client? Une soirée client, par exemple, va permettre de pouvoir refaire parler de votre marque, de permettre de continuer à créer un lien avec eux. Les solutions pour fidéliser, il va y avoir le parrainage, les partenariats, les apporteurs d'affaires, les influenceurs aussi sur les réseaux sociaux. Donc, toutes les émotions et l'affect permettent de créer un attachement du prospect à la marque et constituent une motivation qui encourage la fidélité des clients. Et on fait naître des émotions par son discours, sous toutes ses formes, qu'il soit écrit, un appel, un mail, etc. Par les visuels, quels visuels on va s'attacher à diffuser, par l'audio, la musique qu'on va chercher à mettre à diffuser partout sur nos posts ou sur notre site web. Ce sont tout un tas d'actions qu'on peut mettre en place. Incitez vos prospects à passer à l'action, ce qu'on appelle du call to action, donc à utiliser sur vos supports. Là encore, utiliser des call to action, l'incitation à l'action, par exemple, partagez, abonnez-vous à notre page, partagez le post, commentez, quel est votre avis, qu'en pensez-vous, quelle est votre opinion, etc. Interroger et entrer en interaction avec votre cible de prospect permet de commencer à amorcer en tout cas une relation avec vos prospects et de mieux comprendre aussi la manière la manière de réfléchir de votre prospect, la manière de se comporter, enfin, la manière que le prospect a de se comporter par rapport à votre offre. Donc, vous pouvez mieux appréhender ce qui se joue dans un instant donné par rapport à une offre donnée. Donc, vous pouvez les utiliser sur tous vos supports, donc les flyers, les brochures, les cartes de visite, le site web, etc., les posts sur les réseaux sociaux, les logos des réseaux sociaux partout pour inciter vos prospects à s'abonner et ne pas hésiter à formuler des posts avec de l'incitation à l'action, commentez, qu'en pensez-vous, likez, partagez.
Transformez vos clients les plus fidèles en ambassadeurs de votre marque, par exemple contre des promotions ou des produits gratuits. Demandez-leur de publier des contenus sur leurs réseaux sociaux, de vous recommander auprès de leur propre réseau, avec par exemple une forme de bon parrainage ou voilà un contrat d'apport d'affaires. Tout dépend du secteur d'activité, du type de produit ou service. En ayant un lien affectif avec la marque, en fait, certains clients ont besoin ou envie de s'impliquer et de s'engager pour elle. Donc, si vous sentez que certains prospects interagissent très souvent, très régulièrement avec vous, ils sont des clients fidèles, ou du moins ils sont très intéressés par votre marque, vous pouvez mettre en place un type de partenariat qui font que ils vont pouvoir aussi ventiler votre communication sur leur propre réseau et ils seront de très bons commerciaux sans pour autant faire partie intégrante de l'entreprise. Ensuite, au niveau de la relation client, donc les mails, les appels, les messages sur les réseaux sociaux, répondre rapidement, c'est aujourd'hui un indispensable. On ne peut plus mettre 3 jours à répondre ou même 4 heures pour certains types de clients, certains types de prospects qui sont très volatiles. On va en perdre. Donc répondre rapidement fait partie aussi du lien de confiance et du lien, dans la création du lien avec votre prospect, vous allez instaurer de la confiance si vous répondez rapidement et ça va rassurer sur le sérieux de votre entreprise. Les prospects sont très volatiles, encore plus maintenant. Donc, la réactivité est la clé du succès pour beaucoup d'entreprises qui l'ont compris. Ce réflexe facile à automatiser génère de la confiance et rassure le prospect dans son choix d'achat avec vous. Vous le faites progresser, vous le faites avancer dans sa démarche, dans son parcours d'achat avec vous, si vous le rassurez à tous les niveaux. C'est-à-dire si dans votre communication, vous véhiculez les mêmes valeurs que ce qu'il va retrouver quand il va ouvrir la porte de votre magasin ou de votre agence ou de votre boutique, ou quand il va prendre son téléphone pour vous contacter, si vous n'êtes pas réactif, vous n'êtes pas là au bon moment, au bon endroit, forcément, vous allez perdre au niveau de captation du prospect et vous n'allez pas le rassurer. Si vous êtes dans l'incapacité de répondre immédiatement au prospect, vous pouvez lui dire, formaliser votre réponse en lui disant que vous allez revenir vers lui dans un laps de temps défini. Soignez les avis, alors ça c'est le cas de beaucoup d'entreprises, de TPE et de PME, soignez les avis et les recommandations clients. Donc les avis sur votre fiche Google My Business doivent être régulièrement, si c'est possible, vous devez en avoir régulièrement et vous devez automatiquement répondre à vos avis. Sinon Google, dans l'algorithme, si vous voulez, il est important de bien répondre aux avis. C'est ce qui montre que vous avez une bonne relation client, que vous savez bien gérer votre relation client. Les recommandations sur le profil LinkedIn de vos commerciaux ou de vos salariés et vous, en tant que dirigeant d'entreprise, vont être aussi intéressantes et importantes pour mettre en avant votre capacité, donc vos soft skills, vos qualités interpersonnelles, votre manière d'être en tant que professionnel, rigoureux, organisé, professionnel, mais aussi la qualité de vos offres, votre manière de mettre en œuvre vos offres. Donc ça va être très important pour générer de la notoriété, de la crédibilité, pour assurer un bon référencement également et surtout vous assurer une belle visibilité, créer de la confiance et rassurer. Donc, les ressorts du marketing émotionnel, tout se joue sur l'expérience client. Quelle est l'expérience que vous proposez à vos clients? Quel est l'univers que vous avez créé autour de votre marque? Comment vous, en tant que dirigeant ou commerciaux ou marketeur ou communicant, enfin n'importe quel poste, comment vous faites vivre la marque dans laquelle, que vous développez ou l'entreprise dans laquelle vous êtes, même si je suis comptable ou je suis juriste, comment je peux faire en sorte de communiquer autour de ma marque? Eh bien, beaucoup d'entreprises pensent que si on n'est pas commerciaux, on ne peut pas promouvoir la marque. Bien sûr que non. Si je suis comptable ou assistante juridique ou assistante de direction, moi aussi, je peux partager les posts que la marque que l'entreprise véhicule diffuse sur les réseaux sociaux. Je peux les partager. Je peux aussi moi-même formaliser des posts en rapport avec mon domaine de compétences qui vont promouvoir l'entreprise. Donc, tout ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre autour de l'information, ce qu'on appelle le content marketing, l'information que vous allez pouvoir donner à vos prospects, vous allez créer un univers autour de votre marque où vous allez rassurer, vous allez donner envie d'en savoir plus, vous allez aiguiser l'appétit de vos prospects, vous allez créer une véritable expérience client. Donc ça, c'est important de bien soigner son expérience client et de bien réfléchir au parcours d'achat qu'on propose. C'est-à-dire quelles sont les étapes par lesquelles le prospect peut entrer. Alors, il peut pour certains, si on est sur un site e-commerce, entièrement mener son parcours d'achat directement que par le site web,
ou aller sur le site web, ensuite aller en magasin, etc. Il faut que vous puissiez tracer, refaire le cheminement du parcours d'achat pour identifier à toutes les étapes de votre parcours d'achat comment se comporte le prospect avec vous, quelles sont les interactions que vous avez avec lui et quels sont les points de blocage pour que vous puissiez proposer des axes d'amélioration pour lever les blocages. Les ressorts du marketing émotionnel, c'est aussi la psychologie qui regroupe aussi le comportementalisme et la sociologie. C'est-à-dire comment vous pouvez créer un lien comme si vous étiez dans un réseau pour la clientèle plutôt professionnelle. Quand on est dans un réseau business, c'est très facile d'entrer en interaction avec tout un tas de prospects potentiels ou de futurs partenaires. Et bien là, l'idée, c'est qu'à travers du digital, il faut qu'on puisse créer un lien, il faut qu'on puisse toujours poursuivre notre business. Donc, il faut qu'on puisse mettre en avant des qualités et qu'on puisse répondre à des attentes et à des besoins de notre prospect et qu'on puisse positionner nos offres dans une problématique du marché. Donc, ça fait appel à la psychologie, essayer de comprendre ce qui se joue dans la tête du prospect, le comportementalisme, comment se comporte le prospect potentiel ou comment il peut se comporter avec mon offre, et de la sociologie, comment je peux entrer en interaction avec mes prospects. Donc, comment je peux générer de l'interaction autour de mon entreprise et comment je peux entrer en lien avec mes prospects. Donc, les apports du marketing émotionnel, ça va être de capter plus facilement des prospects parce que vous faites appel à des références communes, vous faites appel à des événements de vie qui concernent tout le monde, ou vous faites appel à une problématique spécifique dans votre marché. Donc, forcément, vous allez susciter de l'intérêt et vous proposer une solution par rapport à cette problématique. Réduire la phase de négociation parce que la relation commerciale va être amorcée si vous avez créé un lien de confiance, si vous êtes devenu une figure, ce qu'on appelle une figure d'autorité, vous avez bien travaillé votre personal et votre professional branding, votre propre image de marque à vous en tant qu'humain, en plus de votre image de marque, vous allez forcément générer de la confiance, vous allez être rassurant pour votre prospect et donc la relation commerciale va déjà être amorcée. Et le lien affectif, pour certaines typologies d'entreprises, le lien affectif peut déjà être créé aussi. Le marketing émotionnel va permettre d'être un meilleur levier pour lutter contre la volatilité des prospects et des clients. Bien évidemment, quand on a un lien affectif avec une marque, on a tendance à être plus facilement fidèle et à moins avoir envie de partir à la concurrence. Donc, générer des émotions, créer de l'interaction, être proche de sa cible de prospect et de ses clients permet de lutter contre la volatilité. Le marketing émotionnel permet aussi de faire avancer le prospect dans son parcours d'achat. C'est à vous de le guider, de lui prendre la main du début jusqu'à de A à Z, de lui mâcher le travail. Et vous allez lui mâcher le travail si vous postez, enfin vous diffusez des posts ou vous créez une communauté, par exemple, sur les réseaux sociaux, ou même vous postez régulièrement des articles de blog intéressants qui vont l'amener à construire sa réflexion et à grandir dans sa réflexion, à le faire. Il faut que vous puissiez le faire maturer dans sa réflexion, le faire avancer dans son parcours d'achat. Et le marketing émotionnel permet de pouvoir faire avancer votre prospect dans son parcours d'achat, puisqu'il va interagir avec vous plus facilement. Sécuriser la fidélisation de vos clients par rapport à votre marque. Donc, sécuriser la fidélisation de vos clients, le marketing émotionnel, bien évidemment, quand on a un lien affectif avec une marque, on a envie de rester fidèle à cette marque-là. Si cette marque-là sait entretenir aussi la fidélité, ça ne passe pas que par les émotions, mais aussi par des bons parrainages, par des jeux concours, par des newsletters intéressantes avec des informations intéressantes. On parle d'éducation du prospect, de pédagogie, de transmission d'informations. Le content marketing, c'est apporter de l'information, apporter des conseils, apporter des astuces, apporter de l'information, ou du moins un contenu intéressant qui donne envie à votre prospect de rester, une fois qu'il est client, de rester client avec vous, de rester client dans l'entreprise, parce que justement, il sait qu'avec vous, il va avoir tout un tas d'informations, il va régulièrement avoir accès à des promotions et que le sentiment d'appartenance est fortement présent dans votre entreprise, et donc il va avoir envie de rester plus particulièrement fidèle. Et réduire les dépenses liées à la promotion de la marque. Et effectivement, quand on s'appuie sur une communauté existante, on en a tous, une fois que l'activité est lancée, on a tous des clients
des clients fidèles ou des partenaires d'affaires qui ventilent nos communications régulièrement, par exemple sur les réseaux sociaux. On peut transformer ces opportunités en partenariat, en mettant en place des partenariats ou en s'appuyant sur un influenceur. On a détecté que ce profil de prospect correspond à notre prospect type ou nous ouvre un autre type de prospect qu'on souhaite atteindre, par exemple, et qu'on a des difficultés à atteindre. Pouvoir s'appuyer sur cet influenceur qui a une communauté déjà bien établie, ça va pouvoir nous permettre de pouvoir diffuser les informations autour de notre marque, diffuser nos offres, sans forcément passer par des dépenses exorbitantes. On peut mettre en place tout un tas de choses pour que l'influenceur véhicule nos communications. Donc voilà pour ma présentation. L'idée, c'était surtout d'entrer en interaction avec vous pour pouvoir répondre à vos questions si vous en avez et qu'on puisse échanger autour de tout ça. Alors, vous avez un petit bouton réaction. Alors moi, comme je suis sur Mac, il est en bas de l'écran, mais peut-être que vous, il est ailleurs. Vous pouvez lever la main si vous le souhaitez pour prendre la parole, ou alors vous avez la possibilité de poser des questions par écrit. Je les transférerai. Moi, ma réaction immédiatement, c'est, étant issu moi-même du monde du marketing, hein, mais ça remonte à quelques années. Bon, c'est pas peine de rigoler. Hein, Laurie, je te vois. Non, mais je rigole pas. Justement, je ne savais pas que vous étiez dans le monde du marketing, donc d'accord. Oui, j'ai fait un 3e cycle en marketing dans les années 80. Donc, en fait, l'évolution sur le fond, il n'y a pas beaucoup d'évolution en réalité, parce qu'à la base, c'est quand même le comportement du consommateur et la segmentation. Donc, segmenter son marché, identifier ses cibles, et ensuite regarder ce qui va faire vibrer chacune de ces cibles. Moi, dans les années 80, quand on faisait une publicité, en fait, on mettait des signes sur la pub. Si on mettait une main avec une alliance, c'est qu'on s'adressait plutôt aux trentenaires et aux quadras mariés qu'aux célibataires de moins de 25 ans. Donc, effectivement, ces cibles-là, identifier une cible et mettre des indices sur la com qui est à destination de la cible pour qu'elle s'identifie à notre communication, ça, on le faisait déjà. Par contre, la grosse évolution qu'il y a depuis cette période-là, c'est qu'on est dans un monde qui est multimédia, où effectivement, on a plus de moyens de faire vibrer la cible dans sa communication, au travers des vidéos, de la musique. Donc, on a plus de choses pour l'atteindre. Les outils du marketing sont beaucoup plus étendus. On a un champ de concurrence qui est également ouvert, puisqu'en fait, on est sur des outils qui se sont démocratisés. Hein. Il y a 30 ans, pour atteindre une cible, c'était une com qui coûtait relativement cher. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, et en s'appuyant effectivement, comme vous l'avez dit Justine, sur des salariés, ça permet d'étendre et de démultiplier en fait les moyens d'atteindre la cible et de créer une communauté. Parce qu'effectivement, l'intérêt, c'est de créer une communauté émotionnelle qui va se rassembler autour de la marque pour ensuite la vendre elle-même. Voilà ce que j'avais à dire. Je trouve ça très intéressant. Et je pense que parmi les assistances aujourd'hui, il y a sûrement pas mal de personnes. Je vois Laurie qui vend des vêtements. Enfin bon, il y a pas mal d'entreprises qui sont susceptibles d'utiliser ces outils-là. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? En fait, c'est la cohérence d'ensemble et c'est la multiplication des outils qui vont être utilisés dans une même unité, une même cohérence visuelle, donc la charte graphique, etc., mais aussi le même ton qui va être donné, le même style et le même son. C'est toute cette cohérence qui va créer automatiquement dans l'entonnoir, après, quand on parle purement business, qui va créer un meilleur taux de captation et de transformation à la clé. S'il y a une incohérence quelque part, en fait, aujourd'hui, ce qui a peut-être changé avec une période que j'ai pas forcément connue, c'est peut-être qu'aujourd'hui, en fait, ça nous demande plus de vigilance à tous les niveaux. Parce que s'il y a une incohérence quelque part, il va y avoir en fait, le rouage va pas filer correctement, il va y avoir un bug et on va avoir une perdition. Donc, c'est surtout la cohérence et c'est la démultiplication des supports sans partir non plus, sans se diversifier trop non plus. On peut choisir de s'orienter plutôt vers certains réseaux sociaux, plutôt vers certains supports, mais en tout cas de bien les investir et dans une cohérence d'ensemble. Et est-ce que justement le marketing
existe depuis bien longtemps maintenant. Et est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas un petit peu trop abreuvé et trop habitué à toutes ces grosses ficelles utilisées par le marketing et simplement revenir à une communication bienveillante et proche de la simplicité n'est pas la ficelle, enfin, l'axe le plus intéressant à utiliser. Enfin, je sais pas comment Ça peut être un parti pris, oui, effectivement, par certaines entreprises. En fait, tout dépend après vous de votre stratégie et de votre positionnement dans votre marché par rapport à votre étude de la concurrence. Quels sont vos avantages concurrentiels? Quels sont vos objectifs, vous, d'entreprise? Et comment vous pouvez vous positionner dans la différence et dans la démarcation par rapport à votre concurrence? Donc, ça peut être un parti pris de se dire, bah voilà, moi, je veux être simple et authentique. L'idée, en tout cas, dans toutes sortes de marketing ou de stratégie, c'est qu'on puisse de toute façon conquérir nos prospects et qu'on puisse les convertir. Donc l'idée, c'est quand même de pouvoir se démarquer par rapport à notre concurrence et d'éveiller l'intérêt. Et on se rend compte qu'en fait, le marché qui arrive derrière nous, Snapchat, TikTok et compagnie, les jeunes, les futurs consommateurs, il y a une réelle différence entre les générations. Entre les jeunes et la génération X, il y a un énorme écart. C'est-à-dire qu'on va rechercher la nouvelle tendance marketing. Eh bien, on cherche un produit vertueux. On cherche à ce que, en fait, on est vraiment dans cette optique de bienveillance, mais aussi de cette volonté d'engagement. Il faut que la marque s'engage avec nous. Et comment la marque peut s'engager avec nous? On est des humains. Il faut que le dirigeant s'engage. Il faut que les équipes s'engagent. Si on sent pas que le comptable dans le cabinet comptable il s'engage avec nous, on n'a pas envie d'y aller. C'est ce qui arrive derrière nous. C'est les générations qui nous poussent en fait de plus en plus. C'est pour ça qu'il y a cette personnification et cette incarnation de la marque dans le marketing qui se met en place petit à petit et que certaines marques comme Aldi l'ont comprise parce que clairement, ce sont des marques qui peuvent être amenées à disparaître plus tard. Il y a des géants comme Coca, McDo, mais demain, ils sont rien si aujourd'hui, ils réorientent pas leur stratégie. C'est pour ça que McDo maintenant se met en vert. McDo est bio, juste dans le Happy Meal, mais McDo est bio parce que les jeunes derrière, ils attendent des engagements, ils attendent des valeurs, ils ont plus d'exigences que nous. On était peut-être un peu gentils, nous, on était peut-être un peu moins exigeants ou pas sur les mêmes critères en tout cas. Et derrière nous, ils sont beaucoup plus engageants. Surtout qu'on a peut-être un peu trop menti aussi dans le marketing. C'est ça. Et que maintenant, c'est ça. Maintenant, on veut des garanties, on veut être sûr, on veut être assuré, on veut être en confiance et on veut acheter bien, acheter bon pour nous, ce qui nous semble pour nous. Donc, pour chaque prospect, c'est pour ça que l'étude du persona, en fait, elle est encore plus précieuse. Elle a toujours été très précieuse, que ce soit en communication, en marketing ou en commerce. Mais l'étude du persona, elle est encore plus précieuse aujourd'hui parce qu'il faut vraiment comprendre ce qui se joue, en fait, comme frein, comme blocage pour anticiper ces freins et ces blocages. Comment on peut faire pour rassurer notre cible? Encore plus avec le Covid, notre job aujourd'hui à tous, c'est de les rassurer, de leur dire que leur achat, ils font bien d'investir avec nous. Ils font bien d'investir dans une robe, ils font bien d'investir dans une maison, ils font bien d'investir dans une voiture, dans un service pour l'organisation d'entreprise, pour tout type d'entreprise. Mais il faut qu'on puisse les amener, qu'on leur prouve qu'on est le bon interlocuteur. Donc, comment on peut être le bon interlocuteur? C'est en se présentant nous. Donc, en fait, ça va obliger certaines entreprises pour lesquelles il n'y a pas d'humain derrière à mettre plus d'humain en valeur et à créer un lien de proximité. Donc, on rejoint en fait votre idée de bienveillance et d'authenticité. De créer un lien de proximité, c'est ce qui va faire la différence. L'expérience client. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est en fait aujourd'hui, on doit être encore plus exigeant avec nous-mêmes. On l'était déjà avant, mais il faut qu'on soit encore plus exigeant avec nous-mêmes parce que derrière, on a des consommateurs pour les jeunes. Après, pour d'autres types de clientèle, voilà, c'est peut-être différent, mais en tout cas, les futures générations qui arrivent, elles sont beaucoup plus exigeantes que nous. Donc, ça va nous imposer une nouvelle dynamique, en tout cas. L'exigence, elle est quand même imposée par le temps réel, c'est-à-dire que il y a 30 ans, pour revenir à la discussion de tout à l'heure, en fait, il y avait une interactivité entre la marque et le client, mais cette interactivité, elle était relativement faible parce qu'en fait, une fois qu'une campagne marketing était lancée, on analysait les retours sur des semaines et des mois, alors qu'aujourd'hui, on est dans le temps réel. Et le temps réel, il est en permanence. Je pense aussi qu'il y a une chose, c'est que pendant longtemps, on a voulu proposer un produit dont le client n'avait pas besoin, essayer de le pousser à l'acheter. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut plus l'écouter et créer le produit dont il a vraiment besoin.
et répondre à son attente plutôt qu'à essayer de lui créer une offre dont il n'a pas besoin et dont il s'apercevra forcément un jour ou l'autre qu'il n'a pas besoin, quoi. Il y a deux types d'écoles à ce niveau-là. Effectivement, soit on crée une offre parce qu'il y a un besoin dans le marché, soit on va faire l'inverse. On a d'abord une idée, mais il n'y a pas de marché. C'est à nous de créer le marché. Mais il faut quand même qu'on reste dans cette logique d'authenticité, parce que de toute façon, le prospect, sinon, il va bien se rendre compte, il n'est pas fou. Encore plus aujourd'hui, il a encore plus d'informations, donc il est encore moins fou qu'avant. Mais c'est encore possible de pouvoir partir d'une idée et de créer un marché. C'est à nous de tirer toutes les ficelles après de notre offre, de pouvoir bien comprendre comment elle peut se positionner dans le marché. Mais c'est encore possible. On peut encore le faire dans ce sens-là. Il y a Franck qui avait une question. Franck? Non, ce n'est pas une question. Je réagissais par rapport à la remarque de Jean-Étienne. Je suis tout à fait d'accord avec lui et je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, on peut créer effectivement des marchés. Ça suscite le point d'ancrage. Il est de finalement toujours revenir au basique, quoi. C'est répondre aux besoins, quoi, de l'utilisateur, quoi. Il n'y a pas de marché s'il n'y a pas de besoin. Donc, ça nécessite de bien prendre en considération son besoin et puis effectivement après avec les méthodes qu'on connaît qui sont très efficaces, des méthodes agiles, pouvoir créer un prototype et puis à partir de ce prototype là essayer de recueillir les besoins, les réactions et améliorer le produit, éventuellement pivoter si il y a tout un tas, on en revient au basique, quoi, mais clairement. Tout à fait d'accord avec Jean-Étienne. Merci. Après, c'est plus ou moins facile de jouer sur l'émotion en fonction du produit, hein. En fonction du produit et du service, c'est vrai que par exemple pour des dirigeants d'entreprise, si on prend un exemple quand on est plutôt sur une clientèle, moi par exemple je suis sur une clientèle de dirigeants d'entreprise et forcément je ne m'adresse pas à un persona homme-femme, c'est plutôt une typologie d'entreprise, une TPE, une PME, une PMI, une ETI, des secteurs d'activité. On ne va pas pouvoir faire jouer les émotions de la même manière. Par exemple, là où j'ai pu créer du lien et de l'interaction et entrer des prospects que j'ai convertis derrière, ça m'arrive d'utiliser du marketing émotionnel par petites touches, par exemple avec un extrait d'un film de Louis de Funès qui correspond plus ou moins à l'âge de mon dirigeant d'entreprise et qui fait appel à une référence commune qu'on peut partager. On aime ou on n'aime pas, mais on connaît en tout cas. Donc ça correspondait par rapport à mon prospect. J'ai pris un exemple d'un passage intéressant d'un film de Louis de Funès pour expliciter un point de mon offre, de mon activité, de la fameuse étude du persona, avec ce passage dans le film de Louis de Funès ou dans le grand restaurant, je crois, avec le verre de vin où il a perdu le goût, il a perdu justement ses sens, et ce qui est bien dommage pour quelqu'un qui tient un grand restaurant, où il analyse le vin avec sa couleur, sa robe, il utilise tout un tas de vocabulaire pour définir et pour décrire son vin sans le goûter, sans même le sentir ou le goûter. Eh bien, je me suis servi de cet extrait-là pour dire, voyez comment je fais une étude du persona. C'est comme ça que je vais travailler, je vais décortiquer ci, ça, pour pouvoir comprendre ça, etc. Tout de suite, je fais appel à une référence commune qui est connue de mon prospect, en véhiculant forcément des émotions, puisque Louis de Funès, on aime ou on n'aime pas, mais il est sur le ton de l'humour, il est connu. C'était quand même un personnage très moderne. Les thématiques qu'il a pu évoquer sont encore aujourd'hui d'actualité. Donc, il faut effectivement savoir doser après le marketing émotionnel dans sa communication par rapport à son type de prospect et savoir doser les éprouvettes. Est-ce que je mets une grande piqûre ou une petite piqûre à certains moments? Est-ce que j'arrête? C'est à nous de savoir après doser. C'est un outil dont on a usé et abusé pendant longtemps d'utiliser des extraits de films. Moi, je sais que j'en ai fait beaucoup. Jean-Étienne est dans le film, donc forcément, il réagit par rapport à… Ah oui. On ne fait pas. C'est ça. Mais la vidéo, aujourd'hui, c'est le meilleur support. Donc, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Voilà, c'est le plus viral. Donc, ça fonctionne bien. Ça fonctionnait bien avant et ça fonctionne encore mieux maintenant. Quand on sait que YouTube est le moteur de recherche pour les jeunes, et en fait, il y a un trou au milieu. C'est vraiment les jeunes et les populations plus âgées. YouTube est utilisé comme moteur de recherche. Ça veut bien dire que la vidéo, c'est l'avenir, c'est demain. C'est aujourd'hui, c'est demain.
Mais d'autant plus que de plus en plus, le mode de communication maintenant est oral, de moins en moins écrit, et que la vidéo est le meilleur support de l'oral. Rien qu'à voir le nouveau, j'ai oublié le nom du nouveau réseau social là, qui est en train de se créer, qui est entièrement basé sur l'oral. Tout va passer maintenant par la vidéo d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la qualité, le mode de fonctionnement, etc. Mais ça passe par l'image par l'image qui bouge et par le son. Et par l'humain. C'est-à-dire que c'est encore une fois la marque qui, à travers l'humain, se met en scène, en fait. Donc, la contextualisation. Et ça, c'est l'émergence d'Instagram, Snapchat, TikTok, etc. En fait, ce sont les jeunes qui nous ont amené ça aujourd'hui parce que eux se sont filmés, les tutos, tout ce qu'on voit, tutoriels de produits, etc. Et il y a des marques qui s'en sont bien imprégnées. Leroy Merlin a créé ses ateliers bricolage pour son prospect type, la femme célibataire qui consomme et qui sait pas, je caricature, hein, mais qui sait pas avec un marteau et un clou qu'est-ce qu'on peut faire. Bah voilà, ils ont mis en place des ateliers et puis ils font des tutos. Voilà, poser une étagère, poser une armoire, etc. Donc quelque part, ils nous ont apporté ça et ça peut nous permettre aussi nous d'améliorer notre façon de communiquer avec nos prospects. Mais ça répondait non seulement à ce besoin, effectivement, de la soi-disant femme qui ne sait pas enfoncer un clou dans un mur, mais aussi, ça crée quelque chose qui est une réponse à l'auto-formation, qui est de plus en plus importante et qui est le mode d'apprentissage le plus évident et le plus rapide, surtout. Exactement, dans cette volonté effectivement d'éducation du client et de transmission de l'information dans du content marketing, c'est génial. Juste un autre sujet qui est lié à ça, c'est quand même assez facile. Enfin, assez facile. On peut faire, on sent bien le marketing émotionnel quand on est en B2B, en B2C, pardon. En B2B, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je pense qu'il y a également une dimension émotionnelle. Le B2B n'est pas 100% rationnel comme on pourrait le penser. Il y a une part d'irrationnel dans le B2B. Il y a du piège aussi. Comment ? Mais ça peut être un piège aussi. Oui, ça peut être glissant. On peut glisser. En fait, effectivement, il faut savoir rassurer, mettre en confiance. C'est là où le marketing émotionnel va pouvoir nous aider. C'est vraiment jouer sur la confiance, l'expertise, la technique. Mais en même temps, il ne faut pas trop glisser non plus parce qu'on ne peut pas entrer dans certains pièges. Je dis ça pour nos amis, par exemple, de Securlite qui vendent des systèmes d'éclairage professionnels. Et je pense que leur marché, il est quand même plutôt en B2B qu'en B2C, puisque même si c'est le client final, c'est nous dans le métro ou ailleurs, mais pour autant, celui qui achète, c'est un acheteur professionnel. Après, voilà, c'est toute une réflexion en fait à mener. Il y a déjà des études préalables à faire. L'étude de persona, l'étude de la concurrence, bien évidemment, tout ça, il faut déjà… Et puis l'étude du marché. Est-ce qu'il y a une problématique ? Est-ce que… ou alors nous, on détecte une possible problématique qui n'est pas encore apparue, qui n'est pas encore démocratisée, qui n'est pas encore dite, eh bien à nous de mener notre propre enquête, de préparer un questionnaire qu'on va ventiler à notre clientèle déjà active ou qu'on va ventiler sur une communauté qu'on a déjà mise en place. On peut monter une offre rien que sur ça. Et on a des fois de très grandes surprises. On peut faire toutes les études du marché du monde. Et quand on se confronte à la proximité, c'est-à-dire au terrain, au réel, à l'opérationnel, on peut avoir des surprises. Il y a des différences. Et c'est là où des TPE, PME comme nous, on est beaucoup plus réactifs que des grosses machineries, parce que les grosses machineries, elles vont passer 20 ans à faire des études marketing géniales et elles vont se planter parfois. Alors que nous, si on sait faire une étude de marché, bien sûr, qui correspond à ce qui se passe sur le marché, et une étude de marché plus opérationnelle, on va être beaucoup plus réactif. On va savoir mettre en œuvre plus vite des offres et proposer des offres plus rapidement. Donc rien de tel, enfin il n'y a pas mieux que de se confronter au marché et de poser des questions directement à nos prospects ou à nos clients. Est-ce que, je suis en train de regarder, il n'y a pas de questions écrites. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez encore des questions? Il est midi, donc le contrat est tenu là, entre 11h et 12h. Et Justine, c'est impeccable. Bon, bah super. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut arrêter là. Pas de remords, pas de regrets, pas d'autres questions? Michel? Non? Bon.
ou simplement une remarque, si vous avez justement, c'est intéressant aussi de confronter nos idées parce que ça va tellement vite aussi, les évolutions vont tellement vite. Et puis les secteurs d'activité, parfois il y a des microcosmes. C'est pas tout n'est pas en macrocosme. Des fois, ce sont des microcosmes pourquoi un secteur d'activité va avoir des pratiques totalement différentes d'un autre. Et c'est très intéressant de pouvoir justement confronter les différences qui peuvent exister. Peut-être qu'il y a des secteurs d'activité qui emploient d'autres techniques ou qui ont une manière de faire différente, qui peuvent inspirer les autres secteurs d'activité. Ouais, Marianne Hamelin, donc je suis directrice de résidence service senior. J'appartiens au groupe Maison de Famille. Et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Justine, sur le fait qu'effectivement, on a, nous, une importance au niveau même Europe, puisque Maison de Famille, c'est aussi au niveau européen. Et effectivement, aujourd'hui, ils ont compris par rapport à notre résidence service senior, parce que c'était assez compliqué pour moi pour pouvoir communiquer, qu'on soit sur le local, sur la région, mais pas au-delà. C'est-à-dire effectivement de bien connaître sa concurrence, de bien connaître son terrain pour pouvoir bien communiquer et puis surtout bien connaître ses prospects. Voilà. Et je rejoins complètement ce que tu disais tout à l'heure. Donc, ça ne fait que confirmer tout ce qui se met en place aujourd'hui, même dans différents groupes, où effectivement il y a le groupe et puis après il y a tout ce qui se passe au niveau local, quoi. Oui. Merci. C'est ce que j'allais justement intervenir là-dessus, c'est que en fait, on a trop tendance à considérer que la communication elle est la même en province, en capitale ou en grande ville. Et en réalité, c'est extrêmement différent et très éloigné en fait les uns des autres, quoi. En fait, ça pose un nouveau problème, notamment pour les franchises. J'ai travaillé avec des concessionnaires qui ont eu du mal à comprendre et qui ont compris. C'est qu'effectivement, la communication nationale, c'est très bien, c'est important, ça valorise l'image de la marque. Mais ce qui se passe à Marseille n'est pas la même chose que ce qui se passe à Angers, qui se passe à Paris et qui se passe à Lille. Parce que le persona n'est pas le même, déjà. Parce que les habitudes de consommation vont peut-être pas être les mêmes. Le type de prospect n'est tout simplement pas le même. Et les mentalités ne sont pas les mêmes. Donc, effectivement, quand la franchise dit, vous inquiétez pas, dans le pack d'entrée, on communique sur tout. Bah oui, mais vous, en local, vous avez aussi, en tant qu'agence ou en tant qu'entreprise, vous avez votre communication à faire parce qu'en local, il faut que vous puissiez vous faire connaître, comme disait Madame Hamelin, il faut se faire connaître en local, dans sa région ou sur son secteur, parce que votre prospect à vous, il est peut-être pas le même qu'à Paris. Et la communication corporate, elle va informer, diffuser de l'information, mais elle va être moins impactante que si vous-même vous communiquez, parce que vous-même, vous connaissez vos clients, vous connaissez vos prospects. Donc forcément, vous allez être beaucoup plus impactant. Vous parlez la même langue. Sans parler anglais, vous pouvez parler business et vous allez parler le même business que votre prospect. Donc, ça nous impose en fait double communication quand on est dans une franchise. Il y a la communication corporate pour l'image de la marque et nous, après, en local, on a notre job aussi à faire pour être connus de nos prospects. D'où l'intérêt que nos groupes, enfin le groupe puisse comprendre ça. Parce que ce qui est surprenant, c'est qu'on est obligé, moi ça fait maintenant 2 ans que j'ai rejoint Maison de Famille, et c'est vrai que j'ai eu, avant que vraiment on me laisse la main sur la communication autre qu'au niveau national ou même au niveau Europe, où on est complètement différent. Et là, ça y est, c'est parti. On sent bien qu'on a une certaine liberté d'agir sur le terrain qui n'était pas du tout la même qu'avant, quoi. Parce qu'on avait des flyers, mais qui ne correspondaient pas à notre résidence et à ce qu'on y faisait. Alors, en tous les cas, merci Justine, parce que ça fait que conforter ce que l'on peut mettre en place au sein de Maison de Famille, parce que ça agit aussi sur d'autres résidences, quoi, d'autres EHPAD. Hein. Ok, voilà. Merci. Et tous les gros groupes ont tendance à trop être parisiens, en fait. La plupart des gros groupes ont des sièges sociaux à Paris et communiquent à la façon de Paris et ne comprennent pas que les régions ne fonctionnent pas pareil, quoi. Donc ça revient. Ils ne comprennent pas, puis en plus de ça, ça va même plus loin, c'est que ça remet en cause leur système en fait. Ça veut dire que dans eux, forcément, ils communiquent pour tout le réseau. Ils n'ont pas intérêt qu'en fait la personne devra elle-même reprendre son budget communication, ce qui peut après, bon voilà, je suis pas spécialisée dans la franchise, mais certainement qu'en tout cas dans le contrat, ça va gêner à un moment donné, ça va bloquer. C'est pour ça qu'ils veulent pas encore soulever la question, mais ils sont obligés aujourd'hui d'y penser parce que le problème ça va se poser de plus en plus, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Si personne n'a de questions, je vous propose qu'on arrête là. Dans ce cas, merci Justine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Justine. C'était enregistré, donc ça sera de toute manière rediffusé sur les réseaux sociaux pour maintenir la communauté affective autour du club.
Créer du lien émotionnel avec le club business Start. Et espérons du présentiel rapidement. Oui. On boit un coup. Ouais. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne Au journée. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.